Continuamos el curso ahora con el profesor Pierre Curie, que es conservador jefe de patrimonio del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia. Tras sus estudios en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela del Louvre en París, trabaja en el Museo del Petit Palais, donde es responsable de una parte de las colecciones de pintura. En el 93 organiza una exposición sobre las obras maestras del Museo de Bellas Artes de Leipzig, en París y Bonn. Gracias a su trabajo ha sido responsable de la identificación de numerosos cuadros de iglesias de Francia y es autor de un gran número de artículos en revistas especializadas centradas en su mayor parte en los siglos XVII y XVIII. En el año 2009 publica, junto a otra autora, el libro Pintura y dibujo, vocabulario tipológico y técnico, que es un importante proyecto que le supuso 15 años de trabajo. Su conferencia pondrá de relieve otros modelos de enfrentarse a la restauración. Hasta ahora hemos visto el modelo del Prado, el español. Él nos pondrá adelante la restauración en Francia y cómo lo que aporta este modelo de restauración, en concreto a través de un ejemplo de una reciente restauración realizada en una obra de Poussin. La conferencia se titula La sorpresa de Príapo, restauración de un Poussin procedente del Buen Retiro. Gracias. Señoras, señores, buenos días. Voy a pronunciar mi conferencia en francés. Hagan el favor de perdonarme porque Poussin es francés y mi vergüenza así pues está menos grave. Gabriel al final dice que es un pintor italiano, pero es su propia fe. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais aujourd'hui vous parler d'un tableau de Poussin que le Centre de restauration, de recherche et de restauration des musées de France a restauré avec la complicité d'une restauratrice brésilienne dont je vais vous dire quelques mots dans une minute. Le Museo de Arte Assis Chateaubriand de São Paulo, au Brésil, est mieux connu sous l'appellation de MASP, conserve sans doute la collection de peintures anciennes la plus importante en termes qualitatifs de toute l'Amérique du Sud. Elle est constituée dans les années 50 par ce modèle du tycoon Assis Chateaubriand, homme de pouvoir, controversé, mais philanthrope, qui a donc réuni cette collection très importante où se trouvent notamment des œuvres impressionnistes de Cézanne, Monet, Renoir, tout à fait exceptionnelles. Il était conseillé par un historien de l'art italien très intuitif qui s'appelait Pietro Maria Bardi, et vous le voyez ici, Bardi, devant le tableau qui nous intéresse aujourd'hui, le tableau de Poussin. Bardi était un ami de Roberto Longhi, le grand historien de l'art italien, et également de Germain Bazin. Germain Bazin était à l'époque directeur du département des peintures au musée du Louvre. Il est allé plusieurs fois au Brésil, ils étaient vraiment très liés et tous deux étaient également liés au marchand Wildenstein, auprès de qui ce tableau a été acquis. J'attire votre attention sur le fait que la peinture sur cette vieille photographie est encadrée, elle présente un cadre qui a disparu aujourd'hui, il n'a pas résisté au climat tropical, il est remplacé par une baguette tout à fait ordinaire. Je suis allé voir hier dans les salles du Prado le tableau de Poussin dont celui-ci est le pendant, ou peut-être le pendant, La chasse de Méléagre, qui au Prado porte un cadre également différent. Je crois que ni l'un ni l'autre n'étaient les cadres originaux de ces œuvres, et peut-être il faudrait en retrouver le modèle ici en Espagne. Cette collection est installée dans un bâtiment assez stupéfiant. Ce bâtiment d'une grande modernité, comme vous le voyez, il est dû à Lina Bo Bardi, qui était l'épouse de l'historien de l'art. C'était une élève de Le Corbusier, comme on peut le deviner, et encore aujourd'hui, le mobilier des bureaux et de la conservation de ce musée, ce mobilier est de Le Corbusier. Donc dans les autres musées du monde, il est derrière les vitrines, et ici on peut s'asseoir dedans.
Ce bâtiment, une petite anecdote sur ce bâtiment, il est situé dans un jardin en fait le long de l'avenue Paulista, qui est la plus belle avenue de São Paulo, et cette avenue traverse un jardin magnifique qui a été donné au XIXe siècle pour les citoyens de São Paulo, et c'est le seul jardin qui conserve encore un morceau de la forêt primaire de cette région qui est devenue, comme vous le savez, extrêmement rarissime. La donatrice de ce jardin avait demandé que rien ne fût construit sur cet espace pour laisser justement la circulation et la vue sur la ville. Alors, pour contourner cette difficulté juridique, on n'a rien construit sur le sol, mais on a suspendu le musée, vous le voyez, et évidemment, ce n'est pas très facile d'accès pour les visiteurs puisqu'ils doivent emprunter des ascenseurs pour accéder aux salles d'accueil du musée. Certaines œuvres de la collection ne sont pas en bon état, n'étaient pas en bon état ou ne sont pas en bon état du fait du relatif isolement du Brésil pendant plusieurs années, loin des circuits professionnels bien établis de l'Amérique du Nord. Mais les choses changent, ne serait-ce que grâce au dynamisme éclatant du pays, au dynamisme actuel, et la restauration de cet hyménée travesti assistant à une danse en l'honneur de Priape, qui est le plus grand tableau connu de Nicolas Poussin, 166,5 cm par 373 cm, 3,73 m de large. Cette restauration témoigne d'une claire volonté d'élever la conservation des œuvres au niveau des standards internationaux. Il faut bien comprendre que São Paulo est une ville de plus de 20 millions d'habitants, on parle de 22 millions d'habitants, et que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas de centre de restauration, ni même de centre d'école de formation. Alors, il y a un projet qui est en train de naître. Un bâtiment a été acquis tout près du musée, à côté de ce musée, mais ce projet n'est encore loin d'être totalement réalisé, bien sûr. L'opération de cette restauration a été conduite dans le cadre de l'année de la France au Brésil, organisée en 2009 par Culture France, c'est-à-dire notre ministère des Affaires étrangères et européennes, et elle a bénéficié d'un important mécénat de CNP Assurance, relayé au Brésil par Caixa Seguros, et également donc, de l'encadrement technique et scientifique du Centre de recherche et de restauration des musées de France, notre ministère de la Culture et de la Communication. Si chacun de ces acteurs a bien sûr joué son rôle dans l'organisation du chantier, il faut souligner l'engagement personnel de la restauratrice brésilienne Regina da Costa Pinto Dias Moreira, qui a été la cheville ouvrière du projet, non seulement comme coordinatrice et intervenante directe sur l'œuvre, mais aussi interprète des échanges et passeuse d'idées entre les protagonistes. Elle s'est formée à Madrid, entre autres avec Dias Padrón, à l'Institut de Restauration et à l'Academia Real de San Fernando, ici. Et elle est active depuis de nombreuses années dans les musées de France, notamment au musée du Louvre. Et bien sûr, elle a apporté à ce projet, qui lui tenait particulièrement à cœur, et malgré des difficultés de tous ordres, une expérience, une persévérance et un talent tout à fait exceptionnels. Mais avant de nous pencher sur le cas du tableau de São Paulo, il convient de rappeler en 2 mots la vie et la carrière de Poussin, peut-être un peu méconnue du public espagnol. De haute stature, il avait un corps bien proportionné et un rare tempérament. Son teint était légèrement olivâtre, ses cheveux noirs avaient en grande partie blanchi sous l'effet de l'âge, ses yeux avaient quelque chose de céleste, le nez effilé et le vaste front ennoblissaient son visage d'aspect modeste. Le visage d'aspect modeste, vous voyez, n'est pas exempt de quelque arrogance aussi. Il est vraiment très sûr de lui, ce Poussin, qui pose devant des tableaux qui sont bien sûr une allégorie de la peinture, mais également une allégorie de l'amitié que vous voyez au second plan, selon l'iconographie de Cesare Ripa. C'est un autoportrait bien sûr très austère, très ambitieux et un peu sec, vous voyez, dans cette manière de Poussin un petit peu aride de peindre, que recherchera un autre Français quelques siècles plus tard, Ingres, cette recherche d'un réalisme très plat.
La description que je vous en donnais est ainsi formulée par Giampietro Bellori, l'un des premiers biographes de Poussin, qui donc a parlé de l'artiste dès le XVIIe siècle. Il est né sans doute en juin 1594 aux Andelys. Les Andelys, c'est un petit village en Normandie, à l'ouest de Paris, dans une famille de petite noblesse ruinée par les guerres de religion qui avaient vraiment saigné la France à blanc. Sa chance, c'est sans doute qu'en 1612, un peintre originaire de Beauvais, en Picardie, le nord de Paris, Quentin Varin, vient travailler aux Andelys pour peindre des tableaux dans l'église, d'ailleurs tableaux qui s'y trouvent toujours. C'est lui, certainement, qui a convaincu Nicolas Poussin d'aller développer son jeune talent à Paris où il arrive vers 1613, on ne connaît pas exactement la date de son arrivée, et il est dit y fréquenter les ateliers de deux peintres maniéristes, Ferdinand L et Georges Lallemand, deux peintres un peu secondaires et qui seront balayés par Simon Vouet à son retour d'Italie. À cette époque, vers 1615, il aurait fait un voyage en Poitou, dans le sud-ouest de la France, et serait allé étudier des fresques italiennes au château de Fontainebleau, au sud de Paris, château qui abrite des fresques du Rosso, de Primaticcio, de Niccolò dell'Abate, et ceci est beaucoup plus probable. Il se rend également en Italie, dans un premier voyage, à Florence, à Venise, ainsi qu'à Lyon, et puis il ne va pas jusqu'à Rome, il rebrousse ce chemin pour des raisons qui nous sont complètement inconnues. Dans les années 1622-23, son destin se précise. Il devient l'ami du cavalier Marin. Marino, en fait, c'est un Italien, c'est un poète installé à Paris qui est très proche de Marie de Médicis, qui devient son ami et son protecteur. Et on sent petit à petit Poussin se rapprocher du cercle des grands et des souverains. En 22-23, il participe avec Philippe de Champaigne au chantier du décor du Palais du Luxembourg à Paris, où œuvrent également Rubens et Gentileschi. Et également, il peint pour Notre-Dame de Paris une grande mort de la Vierge, qui est une découverte tout à fait récente. Comme vous le voyez, ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un tableau très abîmé. C'est le premier tableau sûr reconnu de Nicolas Poussin. Il a été retrouvé donc récemment dans une église en Belgique, très abîmé et restauré depuis, mais évidemment c'est un témoignage intéressant de son art avant le départ pour Rome et l'installation qui a lieu en 1624. Les premiers protecteurs italiens de l'artiste sont Cassiano dal Pozzo, les cardinaux Sacchetti et Barberini, Barberini étant le neveu du pape. Dans ces années de son arrivée à Rome, 24-26, il partage son logement avec le sculpteur François Duquesnoy et il fréquente le Bernin. Ça c'est plus intéressant, le Bernin lui-même fréquentant beaucoup la colonie espagnole de Madrid, de Rome, pardon. Il intègre également à cette époque-là l'importante institution artistique de l'Académie de Saint-Luc. Deux œuvres majeures peintes par Poussin à Rome dans ces années 1627-1629. En 27, c'est la mort de Germanicus, commande du cardinal Barberini, qui va établir définitivement sa réputation à Rome et urbi et orbi, vraiment, là il devient très très célèbre. C'est une œuvre qui est conservée à Minneapolis et c'est sans doute la pierre de touche du classicisme français, ce classicisme un peu paradoxal puisqu'il est presque entièrement créé par Poussin, qui lui vit en Italie, mais qui pourtant a trouvé et a puisé en lui-même, dans sa personnalité, ce caractère indéniablement français à sa peinture. C'est une composition en frise, vous le voyez, qui s'inspire de l'Antiquité, des frises, qu'elles soient sculptées ou peintes sur les vases. Ce qui est important aussi chez lui, c'est cette nouvelle approche archéologique de la peinture. Il cherche une peinture d'histoire crédible et pour cela va introduire dans ses scènes toutes sortes de détails très précisément copiés des vases, des sculptures, des bas-reliefs.
Vous voyez ainsi bien sûr les armures, les cothurnes, les casques, et puis par exemple ce petit détail presque exotique du soldat germain sur la gauche du tableau, puisque nous sommes là en présence de Germanicus et que certaines parties de ses troupes étaient constituées de soldats mercenaires venant d'Allemagne. Donc tableau très important, fondateur du classicisme. Il peint aussi encore à cette époque-là, parmi je dirais ses dernières grandes commandes publiques. Ici, c'est le martyre de Saint-Érasme pour la basilique Saint-Pierre, l'église la plus prestigieuse de toute la chrétienté catholique. C'est une œuvre aussi très importante où là, Poussin se pose vraiment en rival des grands baroques romains, comme Pierre de Cortone, ou même des grands baroques internationaux, comme Rubens, si vous voulez. Parallèlement, il fait sienne aussi à la fois la leçon de la peinture vénitienne et la grande leçon monumentale des narratifs de Rubens. D'une certaine façon, bien que les résultats soient extrêmement différents, cette démarche de synthèse se rapproche aussi de celle de Velázquez à la même époque. D'ailleurs, nous allons venir à Velázquez. En 1630, Poussin est gravement malade. Il épouse alors la fille de son logeur, Anne-Marie Duguay, qui sans doute s'est occupée de lui pendant sa maladie. Ce couple n'aura pas d'enfant. Elle est la sœur du paysagiste Gaspard Duguay, que Poussin formera, et de Jean Duguay, qui va devenir son assistant pour de longues années. Le peintre, d'ailleurs, après cette maladie, semble complètement renoncer aux grandes commandes publiques d'église. C'est ici le lieu de faire une incise, une digression sur les rapports probables de Poussin et de Velázquez, dont les chemins se sont par deux fois croisés à Rome. Velázquez est arrivé à Rome en janvier 1630 et il va y rester 1 an. Il y fut accueilli favorablement par le cardinal Barberini, protecteur de Poussin, comme nous venons de le voir, et qu'il avait précédemment portraituré à Madrid, ainsi que par le cardinal Pamphili. Il logea d'abord au Vatican, puis à la Villa Médicis, puis Piazza di Spagna, tout près de la Via Margutta où logeaient tous les artistes étrangers à Rome, et également près de la Via del Babuino où habitait Poussin. Palomino explique que la forge de Vulcain et la tunique de Joseph ont été peints à Rome en 1630. Donc vous voyez, on a beaucoup commenté ces œuvres où Velázquez introduit un peu d'antiquité. C'est quand même très très subtil. Hein, si vous comparez au tableau de la mort de Germanicus que vous avez vu il y a une minute, ici Velázquez peint juste une petite cothurne ici. Le reste est quand même très très naturaliste. Et puis voici l'autre tableau, la tunique de Joseph, lui aussi acquis ensuite en 1634 par la couronne espagnole pour le Buen Retiro. Nous sommes dans ces années 1630, je vais y revenir, où c'est le grand chantier européen avec des grandes commandes. Les inflexions classiques des deux œuvres de l'Andalou ont été maintes fois soulignées par les historiens de l'art. Ici, par exemple, ce jeu sur les 3 couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, ce jeu si commun dans la palette de Poussin, mais bien sûr, ce qui prime ici, c'est le naturalisme de la vision, naturalisme d'ailleurs qui est presque un jeu plastique chez Velázquez, puisqu'il n'hésite pas à utiliser, à recourir à recourir au même modèle qui pose plusieurs fois à l'intérieur de la composition. Ce tableau, ce ton légèrement classicisant, a fait partie d'une sélection de peintures retenue par Joseph Bonaparte pour être envoyée à Paris, tableau qui a fait partie également d'un ensemble restitué en 1815, restitué à l'Espagne en 1815. On sent donc aussi combien le chantier du Buen Retiro et les commandes qui font affluer les tableaux à Madrid tressent des liens entre les artistes des deux côtés de la Méditerranée. Inutile de rappeler à des Madrilènes combien fut importante la réalisation du décor du Salón de Reinos au Buen Retiro et quelle place centrale y tenait la reddition de Breda de Velázquez. Le dialogue entre les tableaux d'histoire, de l'histoire contemporaine, comme celui-ci, y répondait à des tableaux d'histoire de l'Antiquité et des scènes mythologiques, telles celles de Poussin qui nous occupent aujourd'hui. On ne peut qu'être frappé par les rapports formels qui relient chacun des tableaux et ce principe de la frise de personnages, nous le verrons plus tard, qui est repris d'une pièce à l'autre du palais.
Il est impossible que Velázquez ait manqué Poussin lors de son séjour romain de mai 1649 à décembre 1650, ne serait-ce que parce qu'il intégrera la prestigieuse Académie de Saint-Luc, à laquelle appartenait également Poussin, nous l'avons dit. Poussin, qui est alors un des plus fameux peintres de Rome, non seulement de Rome, mais d'Europe, est certainement l'un des plus en vue. Et bien sûr, Poussin n'a pu échapper à l'éclatant succès, on dirait aujourd'hui du succès de scandale, du portrait d'Innocent X. Mais alors, ce type de naturalisme absolu et serein que recherche Velázquez s'est éloigné de l'intellectualisme littéraire qu'il avait un temps adopté. Encore que Javier Portus hier a bien montré comment l'art de Velázquez, même à travers le naturalisme, a toujours une ambition narrative très, très haute dans sa composante intellectuelle. Cependant, les voies très divergentes sont particulièrement évidentes dans l'art du paysage. Je vous montre ces deux petites bozzetto, ces deux petites esquisses de Velázquez qui sont conservées ici. On a longtemps hésité sur leur datation. Maintenant, on pense plutôt que c'est le séjour de 1630. D'autres spécialistes croient encore qu'elles sont du séjour de 1650. Elles représentent donc les jardins de la Villa Médicis. Elles sont en tout cas d'une intemporalité et d'une modernité, d'une sensibilité tout à fait exceptionnelle. Tandis que l'art de Poussin dans le paysage, lui, tend toujours vers plus d'idéalisme, s'éloigne toujours plus de l'objectivité pour concevoir un univers dont la poétique relève d'une démarche artificielle au sens de recréation par l'art. Vous voyez ici les bergers d'Arcadie, du Louvre à Paris, qui sont en train donc de montrer, trois bergers sont en train de monter un personnage féminin, une inscription « Et in Arcadia ego ». Comme les Ménines de Velázquez, ce tableau de Poussin a suscité des centaines de commentaires, des centaines d'interprétations, toutes littéraires, philosophiques, poétiques. Le point commun entre ces deux tableaux, c'est que justement, ils constituent des sommets absolus de l'art européen du XVIIe siècle et qu'ils laissent une liberté d'interprétation à la personne qui les contemple, une liberté, une ouverture que les Ménines, comme ces bergers d'Arcadie, présentent encore aujourd'hui. Et il y a un mystère irréductible dans ces œuvres. Dans ces années 1635-1640, la renommée de Poussin chez les amateurs français s'accroît outrement. Il travaille pour le maréchal de Créqui, pour le cardinal de Richelieu, pour Fréard de Chanteloup, Sublet des Noyers, tous personnages de la cour assez proches de Louis XIII. En 1640, le roi Louis XIII et Richelieu, son premier ministre, l'appellent à Paris, où il arrive en décembre. Il est alors nommé peintre ordinaire du roi. Il reçoit et exécute de nombreuses commandes et commence à projeter la plus prestigieuse d'entre elles, le décor de la voûte de la grande galerie du Palais du Louvre, qui est un décor qu'il ne réalisera jamais. En effet, malgré son grand succès auprès des amateurs et auprès du roi, il est lassé des cabales que fomentent contre lui ses ennemis. Les artistes, vous savez, ne se font pas de cadeaux, y compris au XVIIe siècle, et il va rentrer à Rome, repartir pour Rome sous prétexte d'aller rechercher sa femme. En fait, bien sûr, il ne reviendra jamais. L'année suivante, 1643, est l'année de la mort de Richelieu, puis celle de Louis XIII, qui marque pour la France le passage à une nouvelle ère. La vie de l'artiste va se concentrer alors sur le travail, dans la sérénité de l'environnement familial à Rome, sérénité malheureusement assez fréquemment interrompue par des épisodes de maladie. En 1947, Félibien, qui est le secrétaire de l'ambassadeur de France, devient son ami et va écrire sa biographie. On connaît bien la vie de Poussin grâce à ses biographes qui l'ont connu et également grâce à sa correspondance, car il a beaucoup écrit en France, à ses amis, Chanteloup, Félibien. Et donc, on a beaucoup d'éléments sur ses idées sur l'art. Il a donc peint en 49 et 50 les deux autoportraits célèbres, dont celui que je vous ai montré tout à l'heure, pour ses amis français. Mais Poussin n'est naturellement pas un portraitiste. Il est surtout donc un paysagiste. Il s'intéresse aux grands paysages historiques qui requièrent l'essentiel de son activité.
En 1957, il est élu prince de l'Académie de Saint-Luc, c'est-à-dire le grade absolument supérieur, mais c'est un peu le début de la fin de sa carrière. Dans la même année meurt son ami Cassiano dal Pozzo. Il est de nouveau malade, ses mains tremblent énormément et c'est quelque chose qui est très sensible dans ses dernières œuvres, on peut le voir vraiment de visu. En 1964 meurt son épouse et lui-même décède en novembre 1965. Son enterrement, le lendemain, à San Lorenzo, au milieu de la douleur et des larmes universelles, dit-on, rassemble un grand nombre d'artistes et de notables romains. Revenons maintenant à notre grand tableau qui a été commenté souvent par des personnes qui ne l'avaient jamais vu, comme des écrivains, comme André Gide par exemple, mais relativement peu il reste quand même assez méconnu des spécialistes à cause de son éloignement en Amérique du Sud. Il a été diversement jugé depuis son acquisition en 1953 auprès de la galerie Wildenstein de New York, inclus ou retiré du corpus du peintre, alternativement par les grands spécialistes de celui-ci, comme Anthony Blunt ou Jacques Tuillier. Son mauvais état de conservation, et il faut dire qu'il était considérablement repeint, n'avait guère permis jusqu'alors de se faire une idée juste de ses qualités. Pierre Rosenberg, qui est actuellement le plus grand spécialiste français du peintre, dans le catalogue bilingue édité à São Paulo pour la présente occasion de cette restauration, rend définitivement le tableau à Poussin, car de nouvelles recherches ainsi que le nettoyage, qui a révélé un vieux numéro d'inventaire, le numéro 410, peint dans l'angle inférieur gauche de la toile, par là, vous ne le voyez pas, mais si on l'entreaperçoit ici, 410, c'est le numéro du Buen Retiro en fait. Ces éléments établissent désormais avec certitude sa provenance. Il se confirme en effet que celle-ci fut peinte en même temps que la chasse de Méléagre du Prado, du même Poussin, sans doute entre 1634 et 1640, et que comme elle se trouvait accrochée au palais du Buen Retiro de Madrid. Elle faisait ainsi partie de l'une des commandes les plus considérables du XVIIe siècle, l'une des plus mystérieuses aussi, puisque c'est important ensemble de tableaux baroques d'artistes installés à Rome et à Naples, n'est quasiment pas documenté par les archives. La présence de textes rappelle, comme l'écrit Rosenberg, la rivalité politique et militaire entre les cours de France et d'Espagne, et que Poussin n'hésitait pas à peindre pour des commanditaires ennemis, dont il ne pouvait ignorer l'irréductible hostilité. Autre particularité inhabituelle chez l'artiste, c'est cet ample format en largeur, de la composition dont il a su tirer parti en s'inspirant tant de l'Antiquité que de la Renaissance, ici tout particulièrement de Giulio Romano, mais ce format dans lequel il demeure un peu contraint alors que son génie éclate dans les formats plus restreints. Un peu comme si cette disposition des personnages lui avait été imposée, dictée ou conseillée. Le tableau a parfois été dit provenir de la collection Cassiano dal Pozzo, ce qui n'est pas vrai, ou du palais Borghese. Cette dernière hypothèse n'est pas totalement absurde, puisque Marc-Antonio Borghese offrit 3 Poussins au roi d'Espagne, mais pas celui-ci. En fait, aujourd'hui, il y a 9 tableaux de Poussin accrochés au mur du Prado, ce qui situe quand même le Prado dans les toutes premières collections mondiales de l'artiste, après le Louvre, bien sûr, mais c'est quand même un chiffre considérable. En fait, la Testamentaria de 1701 le décrit comme une œuvre italienne. Je lis ce document. Otra de 4 varas de largo y 2 de alta de las fiestas de Priapo en las jardines, original de Italia, con marco tallado y dorado, tasada en 50 doblones 3000. Cela dit, en passant, cela donne raison à Gabriele Finaldi qui pense Poussin italien. Original d'Italia. Notons au passage que l'estimation est inférieure à celle de la chasse de Méléagre, du même Poussin, 4800 réaux. La toile est ensuite passée à une date inconnue au Palais Royal de Madrid,
où l'a dessiné un artiste portugais, Manuel de la Cruz, au cours du XVIIIe siècle. Cette feuille est conservée au Museo d'Arte Antica de Lisbonne et nous avons eu beaucoup de mal à la retrouver, la resituer pendant l'exposition. Elle a été très utile pour nous. Non seulement elle a donné une image assez fidèle quand même du tableau une centaine d'années après qu'il a été peint, mais nous avions une partie, un des personnages, le personnage d'Hyménée à l'extrême droite de la composition, qui était très abîmé, et ceci nous a beaucoup aidé à reconstituer en tout cas la partie du cou et de sa tunique, le haut de sa tunique. Plusieurs témoignages, alors donc c'est une feuille qui est à Lisbonne, au musée de Lisbonne. Plusieurs témoignages et inventaires situent le tableau de Poussin au Palais Royal jusqu'en 1794, date à laquelle l'œuvre est de nouveau estimée 60 000 réaux, rien moins, soit la valeur des Ménines. C'est dire quand même si cette œuvre était prisée dans la collection du roi. Elle est encore citée en 1811 à Madrid et puis elle quitte l'Espagne. Alors, s'agit-il d'un vol français, d'un vol anglais? C'est très, très difficile à dire. Il faut dire que les Français et les Anglais ont été en grande concurrence pour ce qui concerne la globalisation de l'art et du patrimoine européen dans ces années du tout début du XIXe siècle. En tout cas, il arrive en Angleterre au début du XIXe siècle. On ne sait pas exactement comment, vraiment, entre 1811 et 1825. Et il va appartenir à deux célèbres collections anglaises. D'abord la collection Beaumont, puis la collection Cook, le Cook of Richmond. Et finalement, les Cook s'en sépareront en 1946 pour la céder à la fameuse galerie Wildenstein, installée à Paris et à New York. Mais c'est à New York qu'elle se trouve, sur le marché américain, donc galerie Wildenstein, dont je vous rappelle qu'elle était dans ces années-là la meilleure galerie du monde. On y trouvait des chefs-d'œuvre des plus grands artistes, et encore récemment, je crois que le Prado y a trouvé un Velázquez, et le petit Sistouest de Goya que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent viennent d'offrir au musée du Louvre provient également de cette galerie tout à fait exceptionnelle. L'iconographie de l'œuvre ne peut se comprendre hors du contexte de la commande du palais du Buen Retiro. Rappelons que ce palais a été construit ex nihilo entre 1633 et 1640 et que parallèlement, des commandes d'œuvres d'art furent passées à des peintres installés soit à Rome, soit à Naples, ville espagnole, comme chacun le sait ici. C'est tout à fait exceptionnel ce palais, c'est-à-dire qu'il y a un seul exemple comparable en Europe. C'est le château de Richelieu qui fera bientôt lui-même l'objet d'une exposition. Richelieu se trouve dans le centre de la France. Richelieu est aussi le premier ministre de Louis XIII. Mais c'est vraiment la naissance de ces palais à la campagne, 40-50 ans avant Versailles. Et c'est vraiment un modèle, une sorte de prototype pour les châteaux en Europe. Le roi Philippe IV, le comte-duc d'Olivares et leurs nombreux agents en Italie sont intervenus très sûrement directement dans cette opération de mécénat, dans ces commandes de tableaux, mais hélas, je vous l'ai dit, il n'en reste aucune trace d'archives. Malgré la remarquable exposition de 2005, El Rey Planeta, consacrée au Buen Retiro, ainsi que son important catalogue, les problèmes de l'organisation de l'iconographie des pièces et de la répartition des toiles ne sont pas tout à fait éclaircis, loin s'en faut. En plus du Salón de los Reinos, entièrement peint en Espagne par Velázquez, Maino, Carduccio, Zurbarán, etc., à la partie romaine de la commande correspondent 23 paysages anachorétiques, principalement dus à des artistes nordiques installés à Rome, mais également dus à Poussin, puisque l'on s'accorde désormais à lui attribuer le Saint-Jérôme du Prado, donc peint pour le Buen Retiro aussi. Notez le ton très sombre et très brun de l'œuvre, je reviendrai sur ce point technique. Pour le reste, on peut donc regrouper deux ensembles de grands formats consacrés respectivement au triomphe d'empereurs romains et à des scènes de la mythologie antique. Les auteurs de ces deux grands groupes sont presque tous napolitains. Gargiulo di Mico Spadaro, Lanfranco est bolonais, puis romain, puis finalement napolitain.
Finolio, Ribera, Falcone, Stanzione, Fracanzano, Andrea Di Lione. Pierre Rosimbert note que dans les triomphes, l'idée d'une cavalcade, je vais vous en montrer un, l'idée d'une cavalcade s'impose, comme par exemple dans l'entrée triomphale de Vespasien à Rome de Gargiulio et Codazzi, que vous voyez ici. Cette idée de cavalcade qui est à mettre en parallèle avec la chasse de Méléagre, ce qui est le cas également dans les salles. Aujourd'hui, les deux tableaux sont très proches dans les salles du Prado. La chasse de Méléagre de Poussin, qui est de même format que la toile de San Paolo, peut-être un tout petit peu petite, car un peu plus petite, car elle a été réduite. Pierre Rosimbert m'a dit avoir toujours été gêné par le grand chien au premier plan, qu'il trouve trop naturaliste pour Poussin, mais quand on regarde bien le tableau, il est relié par un petit ruban bleu à la main du personnage en jaune, tout cela se tient, il n'y a aucune raison de penser qu'il a été ajouté, et il est plus plausible de penser que parfois Poussin a fait des efforts vers le naturalisme, quand Velázquez lui-même faisait parfois des efforts vers l'idéalisme. Par ailleurs, donc cette chasse de Méléagre, très importante par rapport au tableau qui nous occupe. Par ailleurs, il est évident que de nombreuses scènes bachiques, telles le sacrifice de Bacchus de Stanzione, que vous voyez ici, sont également à considérer en regard de notre tableau. Ainsi, il ne faut sûrement pas imaginer Hyménée travesti assistant à une danse en l'honneur de Priape comme le pendant de la chasse de Méléagre, mais bien admettre que les deux œuvres ont certainement été peintes à peu près au même moment, quoique très différentes de style, pour deux pièces distinctes du palais. L'histoire choisie par Poussin est celle d'Hyménée, fils d'Apollon et d'une muse, dieu du mariage, amoureux d'une jeune Athénienne et qui se déguise en jeune fille pour pouvoir s'approcher d'elle pendant une fête en l'honneur de Priape. C'est quand même une drôle d'idée. Alors, l'histoire mythologique n'a pas retenu le nom de la jeune fille, j'en suis désolé, et nous n'avons même pas pu l'identifier parmi les danseuses. Donc, ça reste aussi un petit mystère. Chacun est libre de la trouver là où il le souhaite. On reconnaît ici, à l'extrême droite de la composition, Hyménée, le seul à n'avoir pas de poitrine et surtout à porter des cothurnes. Là, vous voyez ici, donc c'est le personnage d'Hyménée. Ce personnage est hélas la partie la plus abîmée du tableau. Et son état actuel de conservation ne rend pas compte de la grande beauté qui lui est traditionnellement attribuée. Il est fils d'Apollon. La source littéraire qu'a utilisée Poussin est certainement les Immagini degli Dei de Vincenzo Cartari, qui sont publiés pour la première fois en 1556, mais qui sont maintes fois réimprimés ensuite. Priape étant le dieu de la fertilité et des jardins, Poussin a dressé en arrière-plan de sa composition un treillis végétal où s'entremêlent guirlandes de feuilles, fleurs et fruits. On appréciera tout particulièrement la ronde des danseuses et la chaîne des bras et des mains qui guide en d'élégantes volutes le regard du spectateur d'un côté à l'autre de la composition. En effet, c'est pas ce que je voulais faire. Si vous partez par exemple de ce personnage-là, vous voyez que les mains sont liées, ici, ça part là, ça va là, ça repart ici, etc. C'est vraiment une vraie ronde, très composée, très bien pensée, ce qui suggère évidemment un grand nombre de dessins préparatoires, et nous allons reparler de cette question des dessins préparatoires. Pour concevoir cette scène, Poussin s'est principalement inspiré d'une célèbre estampe du maître Audet. C'est un graveur anonyme qui copie Giulio Romano. Il y a d'autres estampes de la Renaissance sur des thèmes priapiques et qui ont des compositions assez intéressantes que Poussin devait connaître. Mais c'est évidemment à travers ces gravures et peut-être à travers des souvenirs de Mantoue que c'est évidemment Giulio Romano qui a souvent affectionné ces scènes mythologiques et notamment des scènes mythologiques en plein air qui a inspiré ici Poussin. Je vous montre le banquet de l'amour et Psyché qui est au Palazzo Te à Mantoue. Ces scènes mythologiques, parfois érotiques, de Giulio Romano, elles-mêmes inspirées d'un modèle plus ancien, celui d'Andrea Mantegna. Vous voyez là les vices et les vertus du musée du Louvre. Bref, c'est tout c'est le style de Mantoue que l'on retrouve dans l'inspiration du Poussin de San Paolo.
Poussin lui-même a par ailleurs plusieurs fois traité de thèmes bachiques, comme par exemple dans ses célèbres bacchanales dites de Richelieu, peintes pour le cardinal de Richelieu, ou dans cette bacchanale devant un terme de la National Gallery de Londres, peinte à peu près à la même époque que notre Hyménée, mais avec une dynamique moins frontale, moins parallèle au plan du tableau. Il est inutile, bien sûr, de rappeler que les thèmes érotiques goûtés par tous les amateurs, fussent-ils souverains ou prélats d'ailleurs, ne pouvaient être abordés au XVIIe siècle qu'à travers des prétextes mythologiques. Nous allons aborder maintenant l'étude et la restauration de cette œuvre. La restauration fut en effet précédée par la constitution d'une documentation scientifique réalisée sur place à São Paulo par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, notamment Elisabeth Ravo, et par le Laboratorio de Ciência de Conservação Escola de Belas Artes Universidade Federal de Minas Gerais, et ainsi qu'un laboratoire de physique nucléaire de l'Universidade Estadual de Londrina. C'est dire, bon, il y avait beaucoup de bonne volonté autour de cette œuvre. La restauration elle-même s'est faite au MASP. Elle a apporté donc sur le support d'abord, et vous voyez ici deux restaurateurs français qui se sont déplacés, Jean-Pascal Viala et Emmanuel Joaillereau. C'est important de souligner que nous avons en Europe une continuité de connaissances et de savoir-faire sur les rentoilages que nous faisons finalement depuis le XVIIIe siècle. Le savoir-faire se passe d'atelier en atelier, d'ouvrier en ouvrier, de rentoileur en rentoileur. Cette connaissance n'est pas connue dans le Nouveau Monde. Les musées américains, et a fortiori un musée d'Amérique du Sud, n'a pas le personnel et la connaissance des techniques, la connaissance des matériaux traditionnels utilisés pour un rentoilage à la colle. Ce tableau était rentoilé, le rentoilage était trop ancien. Et donc, il fallait le reprendre, c'est-à-dire le renouveler, ce que nous avons fait. Par ailleurs, bien sûr, la restauration de la couche picturale elle-même a été faite au MASP toujours, tableau qu'il fallait en effet débarrasser. Alors, je vais vous montrer l'état dans lequel il se trouvait. Voilà le tableau, donc avant notre intervention, il devenait vraiment très important de le nettoyer. Les vernis s'opacifient, vous le voyez, chancissent, la composition a perdu toute profondeur, les couleurs sont faussées par les vernis qui deviennent roux, les repeints s'assombrissent, virent, et de nombreux détails sont devenus totalement invisibles. Je vous montre par exemple cet état catastrophique du visage d'un personnage totalement repeint. Je pense que c'est la raison pour laquelle nos collègues brésiliens avaient refusé le prêt du tableau à Madrid pour l'exposition Rei Planeta, c'est-à-dire qu'il était dans un état véritablement épouvantable et qu'il n'était pas réellement présentable. Je vous montre ici la radiographie générale du tableau. Donc, document important, assez intéressant. C'est un petit peu difficile à voir sur mon cliché, mais il y avait une caractéristique technique assez intéressante, c'est que la toile était déformée comme un grand drapeau. Et en fait, Poussin avait posé sa préparation un peu lourde sur une toile relativement mal tendue. Ce qui fait qu'en séchant, le tableau s'est légèrement déformé, comme un drap qu'on fait sécher. Mais la préparation était sèche, donc on ne pouvait pas reprendre cette déformation. Poussin lui-même a donc fait incruster 3 petites incrustations de textile, une dans la partie supérieure en forme de demi-lune, que vous entreapercevez légèrement, et 2 autres dans les angles inférieurs, à droite et à gauche. Ces modifications de format étant complètement original, hein. C'est quelque chose, c'est plutôt pour rattraper une bévue dans la préparation de son support. Le document que vous avez ici sous les yeux, cette radiographie, vous montre les quelques lacunes et déchirures qui affectent le tableau en profondeur, mais celles-ci ne sont pas si nombreuses et se situent plutôt dans des zones secondaires de la composition. La réintégration picturale aura donc essentiellement consisté en une intervention sur des usures. L'image également présente de nombreux repentirs, dont le plus important est celui au-dessus de la tête de Priape. Vous le voyez, ce grand espace rectangulaire initialement ouvert sur le ciel et que ultérieurement Poussin comblera de feuillage. Nous avons des détails de la radiographie. Voici par exemple voilà, ce beau détail des danseuses, qui montre bien mieux la structure de la toile, mais aussi l'écriture du peintre. Ses empattements
son faire. Et puis là, ce détail qui est intéressant parce qu'il pose la question des dessins. Aucun dessin sous-jacent n'a été vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ils peuvent éventuellement être réalisés dans des matériaux que les techniques actuelles ne peuvent pas déceler. Certains types d'encre sont indécelables. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un travail au moins d'incision ou un travail graphique, notamment dans ce contour un peu cerné. Ici, vous voyez ce travail qui correspond vraiment à un dessin. Autre type de document, les infrarouges. Ici, donc l'infrarouge noir et blanc. Nous avons également fait des infrarouges couleurs, fausses couleurs, excusez-moi. Alors les infrarouges fausses couleurs, c'est une technique qui est développée depuis 5 à 10 ans. Ils mettent en évidence, comme les infrarouges classiques, différents repeints, en particulier dans la différenciation colorée. Vous allez mieux comprendre peut-être sur ce détail d'Hyménée. En fait, le rose, la couleur rose ici indique plutôt un lapis-lazuli et donc vous voyez qu'il est maculé de repeint dans un autre pigment qui n'est pas du lapis-lazuli, et le jaune orangé, lui, correspond plutôt à la réponse du vermillon. Mais il faut être très prudent avec ces techniques puisque en fait le lapis-lazuli ne répond pas toujours en rose et le vermillon toujours en jaune, etc., etc. On est un peu au début de la création d'échelles de référence pour savoir lire et étudier les pigments à travers ces techniques qui évidemment présentent l'énorme avantage de ne pas être destructives. Nous avons également fait bien sûr des ultraviolets. Alors en quelque sorte, pour confirmer ce que nous disions hier, nous sommes partis là dans les documents que je vous montre du plus profond au plus superficiel. Voilà, nous arrivons vraiment sur les couches superficielles avec les ultraviolets qui nous permettent de voir les nombreux repeints en surface, les repeints superficiels, ceux qui se trouvent au-dessus du vernis, mais bien sûr ceux qui se trouvent en dessous sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. Nous avons également, grâce à l'aide des laboratoires brésiliens que j'ai cités tout à l'heure, pratiqué pas mal d'analyses. Vous voyez ici du vermillon et du lapis-lazuli que nous avons identifié par dispersion. C'était quand même très utile de confirmer et d'étudier la composition de ces pigments par rapport à la palette de Poussin que nous connaissons bien. Je vais y revenir dans un instant. Nous avons également, bien sûr, fait des coupes stratigraphiques en lumière directe comme celle-ci ou étudiées sous ultraviolet comme celle-là. Elles ont servi à l'analyse quantitative des couches et notamment de la compréhension de la préparation rouge. La préparation rouge, c'est le grand problème de Poussin, et j'y reviendrai tout à la fin. Des macrophotographies ont mis en évidence, par exemple ici, un fin glacis de lapis-lazuli posé sur l'ombre des draperies, où nous ont posé des questions, comme ici peut-être pour un changement de couleur, peut-être dans un vêtement, ce rouge rosé sur lequel se trouve du gris, à moins, et l'hypothèse en a été formulée, que le peintre ait modulé sa préparation, c'est-à-dire qu'il ait peint avec des terres de couleurs différentes, et peut-être même dessiné avec des terres de couleurs différentes, et on aurait là un changement de teint dans la préparation. Ceci est formulé à titre d'hypothèse. Et ça n'est pas vérifiable actuellement avec les moyens d'investigation dont nous disposons. Le nettoyage du tableau effectué par Regina Moreira a été naturellement précédé de tests d'ouverture, comme vous le voyez, qui ont laissé percevoir à la fois la beauté des couleurs sous-jacentes et l'ampleur des repeints. Un détail, par exemple, du dégagement du personnage. Vous voyez ici, donc la partie gauche est dégagée, la partie droite est telle qu'elle se trouvait avant que nous intervenions, c'est-à-dire repeinte ici à 100%. Regina estimait les repeints à 80% de la peinture originale. Donc on a véritablement déterré ce tableau de Poussin. Ce nettoyage lui a pris plusieurs mois sur place à São Paulo.
Alors, l'intervention a créé la surprise en mettant au jour un phallus en érection sur la statue de Priape, détail parfaitement conforme à ce que l'on connaît de ce type de sculpture dans l'Antiquité romaine, et bien dans l'esprit archéologique de Poussin, comme l'écrit Pierre Zimbert, d'une franchise profane, sans doute un peu trop osée pour le public espagnol de la prude cour de Philippe IV, et pour cela repeint. Nous avons dégagé le repeint. Excusez-moi, je n'ai pas pris de photo de comparaison, j'aurais pu trouver des sculptures antiques qui montrent des modèles. Cette découverte un peu amusante nous a valu une trentaine d'articles dans la presse brésilienne, de São Paulo en particulier, et il faut dire que les Brésiliens s'intéressent beaucoup, je crois, à la chirurgie esthétique. Donc c'était une sorte de chirurgie esthétique sur le tableau. Ce détail montre quand même, par ailleurs, l'état d'usure très grande de la couche picturale. Et toutes ces petites micro-usures qui se trouvaient sur la surface, à l'intersection des fils de chaîne et des fils de trame. Le tableau ayant été trop nettoyé par le passé, c'était en fait sur ces petits monticules en fait, que forme le textile, ces petites aspérités, que les usures étaient les plus gênantes. Et donc, il a fallu choisir, déterminer une réintégration qui, d'une part, tienne compte de cette usure générale, tout en la diminuant, en l'atténuant considérablement. Nous avons fait une restauration, une retouche sélective, en fait, qui a consisté à poser des petits glacis colorés sur ces micro-points, ces milliers de micro-points, sur toute la surface du tableau, mais en laissant quand même une bonne partie de ces usures visibles et sensibles pour ne pas tricher et ne pas laisser croire aux spectateurs que le tableau était intact. Avant de vous quitter, je voulais vous dire un mot de la base de données Narcisse. Narcisse est une base de données que le Centre de recherche et de restauration des musées de France a créée il y a maintenant une vingtaine d'années. Cette base a été remplacée par une meilleure base de données qui s'appelle Eros. Mais en attendant, dans cette base Narcisse se trouvent 869 images numériques d'images techniques sur des tableaux de Poussin conservés dans les musées de France. 869 images, c'est tout à fait considérable. Ces images sont entièrement libres d'accès via Internet et elles correspondent à une grande campagne d'études menée sur l'artiste au début des années 90 et publiée en 1994 dans le numéro 1 de la revue Techné. Cette documentation est aujourd'hui le socle de toute recherche sérieuse sur la technique de Poussin. Et je vais vous montrer quelques images comme ça que nous allons filer pour que vous voyez un peu la richesse de ce fond, mais c'est vraiment très très important. Vous voyez ici une photo sous rayonnement ultraviolet de l'été, tableau du Louvre, donc les ultraviolets qui mettent les repeints en évidence. Je peux vous montrer aussi un beau détail de la récolte de la manne, un détail qui montre cette structure pavimenteuse des supports textiles de Poussin. Poussin utilise la toile romaine, la tela laziale, la toile du Latium, qui est une grosse toile, un peu lâche, et qui a la particularité de créer ces petites aspérités et ces creux dans lesquels le vernis et la crasse viennent s'accumuler. Et c'est pourquoi très vite on a cette structure qui devient visible, on les reconnaît à l'œil nu, et qui est une structure que nous disons pavimenteuse, en forme de petits pavés. Nous allons revoir les bergers d'Arcadie, mais sous un angle différent, bien sûr, avec une lumière rasante, vous le voyez, qui met en évidence là un agrandissement dans la partie supérieure du tableau. Un Midas du musée d'Ajaccio. Le cardinal Fesch était l'oncle de Napoléon et il a possédé 16 000 peintures italiennes, sans doute la plus grande collection de tous les temps de peintures italiennes. Et il en a donné un bon millier à sa ville d'Ajaccio. Certains sont perdus, mais enfin, ça reste le fond
du musée Fesch d'Ajaccio qui vient d'ouvrir. Et si vous aimez l'art baroque italien, il faut vraiment aller à Ajaccio en Corse pour voir cette magnifique collection. Ce Midas, donc, c'est un tableau de Poussin de sa période dite vénitienne, enfin où il adopte un style un peu vénitien. Et voici donc une radiographie du tableau avec cette manche, donc le personnage, vous le voyez, cette jeune femme avec sa manche blanche. On voit bien comment Poussin a utilisé la sous-couche de blanc de plomb pour poser son personnage de Midas. Hein. Les deux images se superposent assez bien. Une petite bacchanale pour vous montrer une autre bacchanale. Hein. Là aussi, des ultraviolets qui mettent les repeints en évidence. Alors, cette base de données Narcisse présente un très grand nombre de coupes qui peuvent intéresser en effet les spécialistes et les chimistes qui travaillent sur la restauration de Poussin. Ici, une coupe où l'on voit cette fameuse préparation rouge, une autre ici où l'on voit la superposition très classique chez lui, mais chez presque tous les peintres, d'une couche de lapis-lazuli sur une couche d'azurite. L'azurite est moins cher, le bleu est moins beau, donc on économise un peu, on met le lapis-lazuli juste dans la partie supérieure. Un très beau repentir dans l'inspiration du poète, tableau du Louvre. Ce tableau est parfois retiré du corpus de Poussin. Il y a encore du travail d'analyse à faire sur les œuvres de l'artiste. Ici, malheureusement, ma photo... Si, celle-ci, ça va. Je crois que c'est... Là, nous sommes sur l'automne, la grappe de Canaan, donc un essai d'allègement. Ces photos ont l'air mauvaises, mais enfin, cela s'explique. C'est-à-dire que les laboratoires du Musée de France existent depuis les années 30. Et donc, il s'agit parfois, comme ici, de documents très anciens, numérisés, mais qui donnent une image du tableau, une image de l'histoire matérielle du tableau à un moment donné, ce qui est extrêmement intéressant. Voilà, c'est cela que je voulais vous montrer. En fait, c'est le support de l'Assomption de la Vierge en macrophotographie. La photo est vraiment très mauvaise. C'est un support extrêmement rare. C'est de la soie, et c'est de la soie teinte en bleu par Poussin lui-même. Hier, j'ai découvert un support en liège. Voilà, Poussin a peint sur de la soie. Là, une signature que vous pourriez trouver peut-être sur certains tableaux qui sont passés en France à l'époque napoléonienne. C'est la signature du rentoileur, du restaurateur Aquin, qui signait H. Quin. Et tous les tableaux qui arrivaient d'Italie ou d'Espagne étaient rentoilés automatiquement. Donc c'est quelque chose, une trace archéologique que vous pourriez aussi trouver. Nous venons d'en trouver une derrière un Titien que nous avons restauré à l'atelier, et le rentoilage de Aquin de 1794 tient encore parfaitement bien. Voilà les dégâts de cette fameuse préparation rouge, cette préparation qui est trop poreuse, qui absorbait une partie du liant pendant le séchage de la peinture, rendant celle-ci plus fragile, notamment plus fragile au nettoyage, plus friable, plus pulvérulente. Et chez Poussin, les nettoyages anciens ont souvent fait des dégâts considérables en usant la couche picturale, comme on l'a vu sur le tableau de San Paolo, et en faisant repousser, comme nous disons en français, repousser cette préparation rouge. Et je vous rappelle le ton très rouge, très brun du Saint-Jérôme du Prado, qui vient aussi de cette absorption des pigments et de la matière picturale par une couche de préparation rouge trop poreuse. Cette restauration, qui a duré presque un an, a confirmé la confiance que le Museo Assis Chateaubriand accorde au Centre de recherche et de restauration des musées de France, puisque ce dernier a également supervisé la restauration d'un important Saint-Jérôme de Mantegna, du même musée, de San Paolo, dans le cadre d'un partenariat établi avec le Louvre au moment de l'exposition consacrée à Mantegna à l'automne 2008 à Paris. Ces exemples récents et d'autres à venir, je l'espère, témoignent d'une certaine reconnaissance d'un savoir-faire français en matière de restauration et prouvent en tout cas que cette restauration gagne beaucoup à s'inscrire dans des échanges internationaux, comme c'est à Madrid, car la restauration fait alors l'objet de points de vue croisés, riches de différentes approches, qui forcent à la réflexion interdisciplinaire, qui enrichissent les possibilités techniques et renouvellent les méthodologies. C'est pourquoi je remercie très sincèrement Los Amigos del Museo del Prado de m'avoir invité à vous parler de ce bel exemple des circulations méditerranéennes qui sont au
centre de mes intérêts comme historien de l'art, mais aussi au cœur des enjeux artistiques du XVIIe siècle. Muchas gracias.